Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose podcast. Je suis Manal Brnossé, je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. À travers leurs expériences, nous découvrons les outils et l'état d'esprit nécessaires pour libérer notre plein potentiel et contribuer à quelque chose de plus grand que nous. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry Janssen, chirurgien devenu psychothérapeute. Thierry est l'auteur de plusieurs livres consacrés à une approche globale de l'être humain, au développement de ce que l'on appelle la médecine intégrative et à une vision plus spirituelle de la société. Il est le fondateur de l'école de la posture juste à Bruxelles et ensemble, nous allons explorer ce concept dans le contexte de l'entreprise à travers notamment son livre La posture juste et comment vivre plus en harmonie avec la vie en nous et autour de nous. Thierry Janssen, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour. Alors, je suis très heureuse, Thierry, de t'accueillir pour cet épisode-là. J'ai eu la grande chance et le plaisir de participer à ton séminaire. Tu as donné un certain nombre de conférences à Casablanca, à Rabat notamment. Et donc, nous avons clôturé avec un groupe en beauté durant trois jours pour explorer ce concept de la posture juste. Alors peut-être avant de plonger dans le contenu du livre, j'aimerais revenir sur un point particulier de ton parcours. Le moment où tu as fait le choix de passer de la médecine traditionnelle vers cette médecine aux pratiques plus holistiques. Qu'est-ce qui a justifié ce choix et que se passait-il à ce moment-là dans ta vie? C'est une belle question. Je vais essayer de faire relativement court parce que c'est une longue histoire. Mais il s'agissait bien d'un choix. Et dans mon vocabulaire, je fais la différence entre une décision et un choix. C'est-à-dire qu'une décision, c'est un exercice mental. Il y a des pour, il y a des contre. Et finalement, on aura toujours une raison de regretter une décision parce que ça ne se passera pas toujours comme on espérait. Par contre, le choix, c'est vraiment tout l'être qui dit « je vais par là » ou « je n'y vais pas ». Et ça ne se justifie pas un choix. Après, on comprend peut-être pourquoi il s'est manifesté. Et un choix, ça ne se regrette pas, ça s'assume. Alors, en ce qui me concerne, depuis l'âge de 5-6 ans, je voulais devenir chirurgien ou égyptologue. J'ai longtemps eu une hésitation. Et à l'âge de 18 ans, j'ai choisi d'aller vers la chirurgie. J'ai donc fait des études de médecine. Mais ma passion, c'est de transmettre. Donc, je voulais devenir professeur. J'ai fait beaucoup d'efforts pour tout ça. Et arrivé à 37 ans, ça a commencé vers 33 ans, je me sentais plus très heureux. Je venais tendu, agressif, j'avais perdu ma joie. Et à 37 ans, croyant que l'herbe serait plus verte dans le pré d'à côté, je me suis fait nommer dans le centre de cancérologie de l'université où je travaillais à Bruxelles. Et le jour où j'ai pris mes fonctions, j'ai entendu une voix, comme je m'entends parler maintenant, mais c'était très profond et très fort, qui disait « si tu restes là, tu vas mourir ». Et donc j'ai écrit ma lettre de démission, je suis parti. J'ai vraiment écouté et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Après, il a fallu assumer, il y a eu des moments parfois un peu difficiles. Et avec le recul, je peux dire que c'est sans doute parce que je m'étais mis une pression énorme pour devenir professeur, pour gravir les échelons de ce parcours académique. Et aussi peut-être que ça m'avait fait oublier le sens premier de mon métier qui était de écouter l'autre, de l'aider, de l'accompagner. Et je suis revenu à ça d'une autre manière. Oui. Je suis devenu psychothérapeute et puis j'ai créé une école et j'accompagne maintenant beaucoup de gens. Mais je crois que c'est moi qui suis responsable de l'impasse dans laquelle je m'étais enfermé parce que j'ai mis trop de pression. Et puis dans un univers qui me demandait évidemment d'être très performant et bon, je crois que j'ai évité le burn-out. C'est ça, et on va y venir à ce sujet parce que je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes dans le monde de l'entreprise. Mais en tout cas, tu as eu le courage, parce qu'il faut du courage pour écouter cette voix intérieure qui te disait qu'il fallait agir et qu'il fallait faire quelque chose pour retrouver cette joie-là. Et c'est un peu le chemin sur lequel nous sommes tous peut-être à essayer de se reconnecter à cette voix intérieure. En fait, moi, je ne vois pas que j'ai eu du courage. J'ai eu une forme de sagesse d'écouter cette voix. D'accord. Et de respect de cette partie toute profonde de moi que je pourrais appeler l'âme qui vient parler là.
et de dire à ma personnalité calme-toi. Et par contre, après, il a fallu le courage d'assumer parce que je n'avais plus de rentrée financière, les gens me regardaient bizarrement, me jugeaient parfois très négativement, surtout dans le monde médical. Et donc, oui, il a fallu le courage d'assumer tout ça, mais pour moi, le courage, c'est la rage du cœur. Donc, C'est beau ça. Oui, Le courage, c'est la rage du c'est la cœur. rage du cœur. C'est cette colère, cette énergie de vie qui dit non, c'est par là que je veux aller, c'est mon cœur qui me montre cette direction et j'y vais. Ouais. Donc finalement, c'était pas si dur que ça. Magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage. Alors Thierry, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous vivons un peu dans une période où des crises successives semblent les unes après les autres venir à nous. Et ce que j'aime beaucoup dans ton enseignement, dans le livre aussi, c'est que tu dis que on peut en sortir de cet engrenage, que souvent ça vient de certaines peurs, de blessures de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment sortir de cet engrenage où il y a beaucoup de souffrance et beaucoup de chaos finalement autour de nous? Ah oui, c'est l'espoir. Il y a de l'espoir. En fait, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point le monde extérieur dans lequel nous vivons est le reflet de notre monde intérieur. Et que ce sont nos comportements qui vont créer des situations qui vont un jour nous obliger de réfléchir à pourquoi on a mis en place ces comportements. Et en psychologie, on sait, on voit que au cours de notre développement, nous avons des épreuves face au monde qui génèrent des peurs. Et ces peurs vont activer dans notre cerveau reptilien toute une série de comportements, de réactions, de survie. Et malheureusement, au départ, ces réactions de survie sont profitables, et puis, à la longue, elles finissent par recréer exactement ce que nous cherchions à éviter. On pourrait appeler ça la névrose. Et si on ne voit pas ça, on s'enfonce plus loin dans cette logique qui crée de la tension en nous, qui crée de la séparation entre nous, qui crée du conflit, du chaos. Et les crises dont tu parles là, c'est ça. Notre monde est dans le chaos, dans la tension, dans la séparation, la guerre. Et en fait, c'est le résultat de nos névroses que nous n'avons pas comprises. Et il faudrait pouvoir ajuster nos comportements pour arrêter d'avoir peur et de recréer ce qui nous faisait peur. Alors, en fait, moi, je suis très inspiré par un courant de la psychologie qui s'appelle la psychologie psychocorporelle. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai pratiqué la chirurgie et que je vois l'être humain comme une personne indivisible, un individu indivisible. Et donc, je ne peux pas mettre la psychologie d'un côté et le corps de l'autre. Notre vie psychique se traduit par nos mouvements, par nos gestes, par même la manière dont notre corps fonctionne. Et cette psychologie psychocorporelle permet de le comprendre. C'est Wilhelm Reich qui était un élève de Freud, mais qui a été un dissident aussi, parce qu'il a réintroduit le corps dans cette compréhension. Et en fait, on voit que nous avons plusieurs programmes de survie. On en a 5 qui sont décrits par Reich et puis toutes les personnes qui ont étudié cette question. Et ces programmes de survie, nous les avons tous. Et c'est dans notre héritage, ils sont encodés dans notre cerveau reptilien. Et ils vont s'activer au cours de notre développement. Et bien sûr qu'on a tous une histoire individuelle, mais en même temps, les phases de cette histoire, les chapitres de cette histoire sont les mêmes chez tout le monde. Alors, si je résume très rapidement, premier programme de survie, je vais l'appeler comme ça, nous l'appelons en psychologie psychocorporelle la schizoïdie. Qu'est-ce que ça veut dire? Schizein, ça veut dire se couper. Donc la schizoïdie, c'est le retrait, on se déconnecte, on se coupe d'une situation quand elle nous insécurise. Et la première peur que nous portons, c'est celle-là, c'est la peur du contact avec le monde extérieur. Elle se réveille déjà quand nous sommes dans le ventre de notre mère et que nous percevons des stimulations qu'on n'a pas encore le cerveau pour analyser, mais que nous ressentons et qui génèrent des réactions émotionnelles négatives ou en tout cas désagréables. Et puis au moment de la naissance, qui est quand même un moment assez traumatique, ce contact avec le monde extérieur active ce programme de retrait. Et il y avait un neurophysiologiste français dans les années 80 qui avait écrit L'éloge de la fuite, il s'appelait Henri Laborie. Et en fait, c'est bien ça, c'est la première défense du vivant,
c'est de se déconnecter, de se mettre en retrait, C'est une manière voire de de protéger. s'enfuir. C'est la première protection. Et nous l'avons tous au fond de nous. Elle va se réveiller au moment de la naissance. Et puis, dans notre vie, régulièrement, on va devoir s'extraire des situations, parfois même aller tellement dans notre tête qu'on n'est plus du tout dans la réalité et on finit par croire des choses qui n'existent pas. On se fait peur pour rien. Et puis, surtout, on n'est plus en contact avec les autres. On se sent très isolé. On s'exclut même avant d'être exclu. Tout ça, c'est la schizoïdie. Et c'est la première défense que nous portons. Et ça, donc typiquement en entreprise, ça va être les personnes ou les fois où nous-mêmes nous coupons un peu du monde, de ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est un peu là dans nos pensées à réfléchir à autre chose. C'est une manière de nous protéger et donc on ne s'engage plus avec ce qui se passe devant nous. C'est bien cela? Oui, et c'est plus que ça encore. Ouais. Parce que dans l'entreprise, qui est quand même un petit résumé de la vie, on est C'est on est ça. ensemble, on doit vivre ensemble, et dans un microcosme comme ça, eh bien, il va s'activer évidemment cette peur chez chacun des individus, surtout à certains moments ou en face de certains individus, c'est des dynamiques relationnelles. Mais et on peut voir cela chez certains employés qui se sentent un peu exclus, qui savent plus très bien intégrer le groupe, qui ne participent plus, qui vont pas déjeuner avec les autres. C'est rien que ça. C'est Et ça. puis, on peut le voir chez certains dirigeants d'entreprises qui s'isolent, qui restent dans leur bureau, qui ne communiquent plus avec les différents secteurs de leur entreprise. Et du coup, ils ne sont plus au courant de ce qui s'y passe. Ils sont isolés, ils sont déconnectés eux aussi, parce qu'ils sont peut-être pas très à l'aise. Et à tous les niveaux, on peut voir que ce que l'humain vit à l'intérieur va créer des situations où il n'y a plus de connexion. C'est ça. S'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien. Absolument. Et c'est la deuxième grande peur que nous portons. C'est-à-dire qu'une fois que la connexion est faite, il y a eu dans notre développement un événement majeur qui a été la coupure du cordon ombilical. Oui. Et c'est un événement majeur parce qu'au moment où ça se produit, l'enfant que nous avons été, le tout petit bébé que nous étions, a eu une chute du sucre dans le sang, qu'on appelle donc une hypoglycémie, un grand trou dans l'estomac et un mouvement d'effondrement. Et ce mouvement d'effondrement a généré un appel, le besoin d'être rempli depuis l'extérieur, de recréer ce lien qu'on a perdu. Parce que notre deuxième grande peur, c'est la peur de perdre les liens. Certains l'appellent la peur de l'abandon, mais avant tout, c'est d'abord la peur que le lien n'existe plus. C'est pas forcément toujours un abandon. Ça peut être la mort qui nous sépare, ça peut être des circonstances, mais il n'y a pas forcément une volonté d'abandonner. Mais cette peur de perdre le lien fait qu'on a un mouvement d'effondrement et on va chercher à être rempli par les autres. Et là aussi dans l'entreprise, puisqu'on est des humains qui travaillent ensemble, on voit bien qu'il y a des personnalités qui sont très dans la demande d'être aidées, qui se plaignent un petit peu, qui ont besoin qu'on les porte, qui ont besoin d'une fusion, de sentir que le lien est toujours là. Le côté un peu victime aussi Et du on groupe. est un peu victime parce qu'on attire l'attention, la pitié éventuellement, et on s'effondre. On s'effondre. Par contre, dans cette peur, il y a une autre façon de réagir. La première, je viens de la décrire, c'est ce besoin de fusion avec les autres pour être rempli par eux. Mais l'autre façon, c'est de faire croire qu'on n'a pas besoin d'aide. Et là aussi, dans l'entreprise, vous avez ces gens qui, vous leur proposez de l'aide, non, je me débrouille bien tout seul. Mais en fait, ils ont cette peur de perdre le lien, mais ils ont tellement peur qu'on leur dise non, qu'ils préfèrent faire par eux-mêmes. On les appelle les hyper-indépendants. Ça. Et c'est intéressant de repérer ça, parce que du coup, on les voit râler dans leur coin parce que personne les aide, mais ils demandent d'aide à personne. C'est ça. Et parce qu'ils ont tellement peur qu'on ne les aide pas. Et donc, c'est un cercle vicieux, et c'est ça la névrose. Vous voyez, dans la première peur que je décrivais, comme on s'exclut avant d'être exclu, puisqu'on a peur du contact, on est exclu, mais c'est soi-même qui le fait. Et puis, quand on a peur de perdre le lien et qu'on veut trop de fusion, à un moment donné, c'est lourd pour les autres, donc ils s'éloignent, on perd le lien, ou alors on ne demande rien et toujours on n'a pas de lien. Et c'est cette idée qu'on génère nous-mêmes des comportements qu'on cherchait à éviter au début, en fait, de peur de perdre le lien, on finit par perdre le lien, de peur. Le comportement génère les peurs que nous cherchons à éviter. C'est ça. Génère les situations que nous cherchons à éviter. C'est fascinant. Et ce qui est intéressant de regarder, toujours d'un point de vue psychocorporel, c'est que la posture du corps change. Je vous décrivais cette première défense où on se déconnecte. C'est des corps comme ça, un peu élancés, un peu rêveurs, pas très habités, avec des grands yeux. Ils ont une grande imagination.
mais ils sont pas toujours très ancrés dans la réalité, dans les faits, dans le temps, dans l'espace. Le corps de celui qui s'effondre parce qu'il a peur de perdre le lien, il est effondré. Et on l'a tous parfois, les épaules qui tombent. On est là, on se sent un peu découragé, vide. Après, il y a un troisième mode de survie qui s'active dans notre cerveau reptilien, c'est que quand l'enfant commence à grandir, vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, il devient capable de plus d'autonomie. Il peut marcher, il peut commencer à explorer son environnement. Et à ce moment-là, les adultes, qui n'ont pas été habitués à cette autonomie, parce que c'est eux qui prenaient soin du bébé, mais le bébé se laissait faire. Tout d'un coup, le bébé veut plus se laisser faire, il veut décider lui-même. Et pour les adultes, c'est perturbant. Oui. Donc les adultes mettent des règles, plein de règles, des interdits. Et l'enfant est furieux. Parce que, dites-vous bien qu'il n'y a pas de colère sans un besoin derrière. Oui. Et l'enfant a besoin de cette autonomie, et dès qu'on la barre, dès qu'on l'empêche, il y a cette colère qui monte. Et il dit non. Oui. Et toutes les personnes qui ont eu des enfants... Ah oui, alors 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, non. Non pour tout. Et c'est très agaçant, et en même temps, c'est très important. C'est important pour s'affirmer. Ouais. Le problème, c'est que, à force de dire non, on se fait du mal parfois, parce qu'il faut parfois pouvoir dire oui. Et puis aussi, on finit par abdiquer, parce qu'on sent bien que les autres, si on leur dit trop souvent non, ils vont pas apprécier, ils vont couper le lien qu'on avait peur de perdre. Donc on va commencer à abdiquer, s'écraser. On va même vivre ça comme une humiliation, comme une négation de nous. Mais on va plus exprimer nos besoins, on va plus dire nos limites. Et on va garder tout à l'intérieur avec cette colère qui parfois va exploser, pas au bon moment. Les autres comprennent pas parce qu'on les a habitués à ne rien dire, puis tout d'un coup on explose. Et en termes de psychologie psychocorporelle, si la première des défenses, la déconnexion, s'appelle la schizoïdie, la deuxième, on l'appelle l'oralité, parce qu'on a besoin d'être rempli en appel, et la troisième, on l'appelle le masochisme. Alors ça fait parfois un peu peur. C'est des mots, voilà, oui. Mais ça vient, le masochisme, c'est tout simple. Ça vient qu'au 19e siècle, il y avait en Allemagne un roman dont le personnage principal s'appelait Monsieur Masoch, et il avait toutes les caractéristiques de ce trait de caractère, de ce mode de survie que je décris ici, où à force de se sentir contraint par le monde extérieur et d'avoir été humilié parce qu'on ne pouvait pas dire notre vérité, on commence à se taire, on garde tout. On cumule cette colère. Ça rumine en nous, et puis on explose parfois de façon inadéquate pour une toute petite chose et les autres comprennent rien. Ce qui fait qu'ils nous réhumilient en disant « mais enfin, pourquoi tu t'énerves comme ça ?» Et le cycle reprend. Ouais. Et donc, ce masochisme, c'est douloureux parce que on subit des situations, on se sent victime, on se plaint beaucoup et finalement, la seule liberté qu'on a, c'est de vivre un peu en cachette, de faire en dehors de l'autorité. Et on est contre l'autorité. On est toujours dans ce non. Et pourtant, l'enjeu, c'est de développer une autorité intérieure. Et là aussi, dans l'entreprise, c'est tellement important que chaque individu puisse apprendre à s'exprimer. Alors, ceux qui ont beaucoup de masochisme, ils disent « oui, mais les autres s'expriment de trop, j'ai pas de place ». Mais leur responsabilité, c'est de prendre, cette place. et plus que prendre, d'occuper leur place. On en a tous une, mais il faut l'occuper. Et on a tous une place singulière en fonction de notre histoire, de nos talents, de nos compétences, de nos apprentissages, de nos aspirations. Il n'y a pas 2 personnes qui ont la même place, mais il faut occuper la sienne, plutôt que vouloir prendre celle des autres. Absolument. Et là aussi dans l'entreprise, quand on comprend ça, si les individus peuvent comprendre qu'on serait mieux à chacun occuper notre place, à nous exprimer, à dire nos besoins, plutôt que sortir notre colère en voulant aux autres. C'est un principe de communication non violente. Oui. De Marshall Rosenberg. Apprendre à dire les besoins qui sont cachés derrière les colères, plutôt que de sortir notre colère de façon agressive, et des autres n'entendent qu'une agression, sortir cette rage, cette énergie de façon affirmative, en disant les limites, en disant les besoins. Ça faciliterait beaucoup de choses en entreprise. Absolument, et c'est ça la posture juste. Et le monde redevient juste, parce que cette justesse, c'est ce qui permet à ce que la vie circule, qu'on n'abîme rien, que les liens soient sains. Et la vie, c'est des liens. Donc si les liens sont pas sains, la vie est abîmée quelque part. La vie, entreprise, par exemple.
Alors, je parlais de cette autorité intérieure, c'est tellement important, en particulier dans l'entreprise, que chacun se dise, OK, je peux dire non, mais je dois dire non vraiment aux choses qui sont pas bonnes pour moi. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont bonnes, alors autant dire oui. Mais il est impossible de dire franchement oui si on n'a pas appris à dire clairement non. Très important. Plus on sait qu'on a pu dire non, plus on se sent en sécurité pour dire oui, et à certains moments, quand ce n'est plus adéquat, de redire non. Mais c'est ça la vraie liberté. Après, dans certaines cultures, Thierry, c'est difficile de dire non parce qu'il y a la peur peut-être de décevoir l'autre, la peur de... Puis cette envie aussi de rendre service souvent, et aussi la peur de demander de peur de recevoir un non. En fait, il y a beaucoup de... C'est très complexe, ça en peut fait. être très dur. Et il y a des cultures particulièrement lourdes pour ça, Oui. où il y a beaucoup de masochisme, donc beaucoup, on n'ose pas dire, on se culpabilise si on dit sa vérité, si on dit ses besoins, et parfois, alors, ça devient de la colère, et alors on le dit méchamment, et c'est pas nécessaire de le dire méchamment, mais c'est surtout des cultures dans lesquelles il y a eu un chantage affectif. Vous savez, ces cultures où carrément les parents sont capables de dire « tu me rends malheureux parce que tu veux pas manger la banane ». Oui, c'est culpabilisant. Du coup, ça devient culpabilisant. Et du coup, l'enfant va se nier parce que l'enfant, il voit ses parents comme des dieux. Il doit les voir comme des dieux puisque c'est eux qui donnent à manger, c'est eux qui permettent de vivre. Donc, il doit les idéaliser, même sans ça. Il n'a pas de repère solide. Et si le parent rentre dans des chantages affectifs, il y a des cultures où c'est très, très présent. Tu me tues, je suis si malheureux après tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est lourd, vraiment. C'est lourd à porter. Et ce sont des cultures où il y a du masochisme et de la psychopathie, qui est le 4e mode de survie que nous avons dans notre cerveau reptilien. Alors ce mot psychopathie, il fait peur. Oui, c'est un peu une insulte dans quelques cas, psychopathe. Mais j'imagine, et je me souviens d'ailleurs d'une très belle définition que tu as partagée avec nous, c'est le psycho pathos. Et le pathos. Oui, pathos, la souffrance. Et l'âme. Psycho, l'âme. La souffrance de l'âme. La souffrance de l'âme. Et c'est la sympathie. Le mot peut faire peur parce qu'on pense aux tueurs en série, aux gens épouvantables qui manipulent les autres, qui mentent et qui sont des abuseurs et des prédateurs. Mais il y a un petit abuseur, un petit prédateur et un prédateur en chacun de nous. Et si on ne le reconnaît pas, c'est dangereux parce qu'alors on ne le voit pas à l'œuvre. Mais la psychopathie, c'est vraiment une souffrance profonde, alors qu'en apparence, c'est souvent des comportements très agressifs, inadéquats. Mais non, c'est une souffrance parce que l'enfant que nous avons été, vers l'âge de 4, 5, 6 ans, quand il commence à analyser les situations, il se rend compte qu'il y a des incohérences chez ses parents. Et comme je vous le disais, les parents, pour lui, c'est les dieux. Il ne peut pas imaginer que c'est ses parents qui sont en faute, donc il commence à douter de lui. Il a ce qu'on appelle une blessure narcissique. Et on parle d'ailleurs de perversité narcissique. C'est de la psychopathie dans mon vocabulaire. Là aussi, c'est des mots qui font peur. La perversité, la narcissisme. Et je vais vous dire, narcissique, ça veut simplement dire qu'on doute de sa propre valeur. On est blessé au plus profond de notre sentiment de « est-ce que je suis aimable ?» Et l'enfant porte ça, et bien il y a certains enfants qui le portent beaucoup, justement parce que leurs parents ont eu des discours parfois un peu contradictoires, et l'enfant ne s'y retrouve plus, et il doute de lui. Et cette psychopathie va générer, comme programme de survie, des comportements où d'abord on va être dans la séduction, pour essayer que l'autre soit quand même dans notre pouvoir, qui nous aime, parce que tout au bout, on a toujours peur de perdre le lien. De la manipulation. Quand on est dans notre masochisme, on s'écrase pour pas perdre le lien. Mais quand on est dans notre psychopathie, on veut dominer pour pas perdre le lien. Alors on le fait par la séduction. Et puis, quand la séduction ne marche plus, on peut devenir agressif, violent, culpabilisant. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Mais simplement parce qu'on a perdu le pouvoir, alors on veut absolument l'avoir, et là on n'a plus d'autre choix que de... Enfin si, on a d'autres choix, mais souvent dans ce programme qui s'enclenche automatiquement, on devient agressif. Et on attaque. Et on attaque. Et on devient de mauvaise foi. On est capable d'inventer n'importe quoi pour avoir raison. Et on le suit, et là dans l'entreprise, mon Dieu. C'est un champ de bataille, certaines fois. Oui. Et il y a tellement de gens qui sont malheureux d'aller travailler. Il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'il y a cette souffrance au travail où les rapports humains ne sont pas maîtrisés, ne sont pas compris, puisqu'on ne voit pas qu'au fond de chacun de nous, il y a tous ces défenses, tous ces programmes de survie. Moi, j'appelle ça tous ces emmerdeurs.
parce que ce sont des petits personnages qui finissent par nous polluer l'existence. Et justement, Thierry, c'est tout l'intérêt de s'engager dans ce chemin, dans cette compréhension de ces différents personnalités, parce que si on se rend compte tous et qu'on comprend surtout que chacun fait du mieux qu'il peut, avec les blessures qu'il a reçues quand il était plus jeune, avec le poids de ses propres souffrances, on développerait plus de bienveillance finalement dans notre société, en entreprise, et il y aurait tellement moins de souffrance aussi. Ah oui, oui, oui. Et ce mot bienveillance est fondamental parce que ça ne passe que par l'ouverture du cœur. Et plus le cœur s'ouvre, plus la conscience peut s'éveiller en nous. Oui. Parce que sans ça, on reste dans notre mental avec des idées toutes faites sur nous, sur les autres, et on ne reste qu'à un niveau très superficiel. On ne voit que la couche superficielle de moi, de l'autre. C'est ça. Alors que si on ouvre son cœur, il y a cette conscience qui s'éveille, et elle ne juge pas, elle n'analyse pas, elle constate. Elle constate ce que je l'écris ici, que oui, on a des programmes de survie, que oui, on peut être dans notre schizoïdie en train de nous déconnecter, que oui, on peut s'effondrer, vouloir la fusion, faire croire qu'on a besoin de personne dans notre oralité, que oui, on peut tomber dans notre masochisme et qu'on ne dit pas notre vérité, on explose à certains moments, mais bien souvent, on garde notre colère et on subit les situations. Et que oui, on peut tomber dans notre psychopathie et vouloir contrôler, manipuler, et par la séduction et puis par parfois l'agression. Et puis, il y a une dernière couche qui s'ajoute à tout ça, hein, et c'est tellement important d'avoir ce cœur ouvert pour regarder ça avec humanité, et en se disant on est tous les mêmes, hein. On est tous dans le même bateau, on a tous la même chose à apprendre dans la vie, et si on pouvait simplement voilà, avoir ce cœur ouvert, je ne sais pas dire mieux. Oui. Et donc le 5e programme qui vient quelque part parachever ce système de défense. Oui. En psychologie psychocorporelle, on l'appelle la rigidité. Et en fait, cette rigidité va s'activer très tôt dans l'enfance, quand l'enfant ne peut pas être totalement spontané. Un enfant, c'est totalement spontané. Et qu'on lui dit, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Alors, il commence à se dire, comment bien faire pour être accepté dans la communauté des êtres humains à laquelle on a besoin d'appartenir. Oui. Parce qu'on est un animal social. Le besoin d'appartenance, il est présent. Il est fondamental parce que on sait qu'on ne peut pas survivre sans le groupe. On est des animaux sociaux. Oui. Hein, et donc, on va commencer à se conformer. Et au moment de l'adolescence, ça va encore se marquer plus fort parce que notre corps change, on devient adulte, on sait qu'on va aller vivre dans le monde des adultes. Il y a d'ailleurs souvent une petite crise parce qu'on est fâché de devoir y aller et qu'on veut rester dans notre monde de l'enfance où tout était apparemment plus simple et plus libre. Mais dans ce monde adulte, il y a tellement de conventions, et il y a des sociétés particulièrement rigides qui imposent ces conventions dans des entreprises aussi. Il faut faire attention de ne pas être trop quand même... Les règles, les procédures, Parce que alors, on va avoir des individus qui vont essayer de s'y conformer, mais ils vont perdre leur spontanéité, ils vont perdre leur authenticité, ils vont vouloir répondre à une image idéalisée d'eux, d'être performants, et à un moment donné, ils ont tellement fermé leur cœur sur eux-mêmes que, excusez-moi l'expression, ils en crèvent. Et aujourd'hui, tous ces burn-out et tout ça, ça vient de cette rigidité. On place la barre tellement haut pour performer, pour être toujours adéquat, et pas que dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours. Il faut être bien habillé comme ça, il faut avoir ceci, il faut faire cela, il faut afficher un statut social. Enfin, c'est lourd. Et du coup, tout le monde joue le jeu. Il n'y a plus personne pour sauver personne, et on s'enfonce tous dans un monde de plus en plus raide, de plus en plus rigide. Où il n'y a plus cette joie de vivre, et l'âme n'est plus joyeuse, en fait. C'est ça l'indicateur. Pour moi, je pense que pour toutes les personnes que j'ai pu accompagner, c'est la même chose. Mais ça m'habite tellement profondément que je dis, pour moi, les 2 indicateurs majeurs dans une existence, c'est la détente et la joie. Si je perds ma détente physique et psychique, c'est que je suis en train de tomber trop dans le piège de ces comportements névrotiques. Et du coup, c'est le moment de commencer à se réveiller et se dire comment puis-je faire pour ajuster tout ça. Et puis, quand je perds ma joie, ça c'est la preuve que je suis déconnecté de la vie qui est en moi, et je n'écoute plus l'âme, ce qui nous anime, cette énergie qui nous anime, je ne l'écoute plus. Et elle souffre. Hein.
Elle souffre profondément. Et c'est de notre responsabilité de la nourrir, en fait, de la préserver. C'est nous qui pouvons. De maintenir cette flamme de vie en nous, parce que c'est comme ça qu'on réalise notre plein potentiel. C'est comme ça qu'on peut participer, contribuer à étendre, en fait, à faire le bien. Apporter de la vie dans la vie. Exactement. On est là pour ça. La vie veut de la vie. Soigner la vie en nous et rendre besoin de cette vie en nous et autour de nous. C'est le slogan de l'école de la posture juste, absolument. Et alors justement, Thierry, quand on pense à cette posture juste, à quoi pourrait-elle ressembler dans le monde de l'entreprise? Concrètement, comment? Mais déjà, on le verrait en regardant le corps des gens. Parce que quand je parle de posture, c'est bien sûr une posture physique, intellectuelle, émotionnelle, psychologique, je dirais même spirituelle, dans le sens l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience qui voit tout ça, l'éveil de ce cœur qui est capable d'accueillir tout ça et de processer pour revenir à cette justesse qui prend mieux soin de la vie en nous et autour de nous. Et donc, on le verrait dans la posture des gens parce qu'ils seraient ancrés. Ils flotteraient pas, ils seraient pas qu'en train de parler de concepts abstraits. Ils seraient dans du concret et dans des faits. Et il resterait informé des faits et il s'interrogerait sur qu'est-ce que l'autre pense vraiment plutôt que d'imaginer ce que l'autre pense vraiment. Et vous voyez, de vérifier, de reformuler quand on se parle, reformuler pour savoir qu'as-tu compris, est-ce que tu as vraiment compris ce que j'essaie de te dire? Tout ça, ça paraît dérisoire et pourtant c'est fondamental. Sans ça, on flotte, on ne sait pas où on est. On verrait aussi que ces gens sont non seulement ancrés, mais ils sont redressés. Et ils sont nourris de l'intérieur. Ils ne sont pas effondrés, ils n'ont pas besoin tout le temps qu'on les aide, et ils n'ont pas cette plainte permanente. Ils sont dans leur responsabilité, ils prennent leur responsabilité, c'est-à-dire leur habilité à apporter des réponses, et ils se prennent en charge, et on le sentirait déjà dans leur posture physique, et ils auraient une sorte d'autonomie. Alors évidemment, dans l'entreprise, c'est faussé. Déjà, le rapport entre la hiérarchie qui paye un salaire, et l'employé qui reçoit le salaire, il y a déjà la peur de perdre son salaire. Donc, on est déjà dans la peur de perdre le lien. Donc, on peut déjà tomber dans son oralité. Et de là, tomber dans le masochisme où on va s'écraser pour garder le lien, ou dans la psychopathie pour essayer de prouver qu'on est le meilleur et dominer tout le monde pour aussi garder le lien. Donc, on verrait dans cette posture un ancrage, on verrait une autonomie, on verrait aussi qu'on s'exprime. Des êtres qui sont capables de s'exprimer sans agressivité, qui n'ont pas peur, mais qui vont pas le faire avec l'agressivité. Vous savez, dans des dialogues, de fût-ce que de commencer une phrase en disant « je suis pas d'accord », non. Plutôt dire « moi, de ma perspective, dans mon expérience ou dans mon besoin, voilà comment ça se met en place. » Mais de se contrer toujours, et on entend le langage, bien sûr, dans l'entreprise aussi, et en particulier, on entend cette agressivité contenue chez certains, et qui explose à un certain moment, et puis d'autres qui sont dans la domination parce qu'ils assument leur psychopathie. Et on se retrouve dans des guerres d'ego. Et en fait, il n'y a rien de plus épuisant que les guerres. D'ailleurs, je pense que le monde de l'entreprise, je constate plutôt que le monde de l'entreprise l'a compris en commençant à créer des départements de human resource, des ressources humaines, mais je ne veux surtout pas qu'on entende une attaque de ma part, mais je suis un peu triste parce que parfois je vois que ces départements de ressources humaines, ils visent d'abord au profit de l'entreprise, à la performance de l'entreprise, comment faire pour que l'être humain soit encore plus performant. Il doit être bien sûr un peu heureux pour le faire, mais on ne va pas en profondeur, on ne va pas là ciseler. Il y a des entreprises qui le font, et c'est pas encore dans la culture. C'est pas encore généralisé, oui, tout à fait. Tu as raison. En même temps, il commence à y avoir une certaine conscience du fait notamment des burn-out, parce que comme tu le citais tout à l'heure, c'est une réalité en entreprise et les langues commencent à se délier de plus en plus autour de ce sujet-là. Et j'aimerais bien peut-être qu'on creuse un petit peu cet aspect-là pour comprendre, si tu peux nous expliquer d'un point de vue peut-être biologique, physiologique, qu'est-ce qui se passe au moment du burn-out? Comment ça se traduit? Je commencerai à dire déjà que le burn-out est un cadeau. C'est parfois dur à entendre, mais je vais expliquer pourquoi. Et les signes avant-coureurs du burn-out, et ça je parle aux entrepreneurs, aux leaders, aux gens qui dirigent des entreprises, c'est l'absentéisme.
méfiez-vous. Si vous commencez à avoir de l'absentéisme pour raison inventée ou pour raison médicale avérée, dites-vous que vous avez une population qui est menacée de burn-out. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus et pourtant on a beau dire, on essaye de leur mettre de bonnes conditions de travail, etc. C'est que les individus se mettent eux-mêmes en situation d'un stress, d'une volonté bien faire, de trop bien faire, et ils sont au bord de l'épuisement. Et si on y va tous ensemble, eh bien une surenchère, une espèce d'exponentielle qui fait qu'on trouve normal de vivre dans des rythmes de vie extrêmement épuisants, mais ce n'est pas normal. Et si on était plus reconnecté à notre, justement, à cette capacité de sentir si on est détendu ou pas, si on est joyeux ou pas, ben, on verrait bien vite que les rythmes de vie, les rythmes de travail et les impératifs de performance qu'on s'impose au nom de la croissance sont anti-vie. D'ailleurs, la croissance est anti-vie. Je ne dis pas qu'il faut de la décroissance, il faudrait une sorte d'équilibre. Mais on est dans cette vision qu'il faut toujours que ça monte, mais ça devient de plus en plus suffocant. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique? C'est simplement que l'individu, il est en train de puiser dans ses réserves et il stimule énormément à la fois ses glandes surrénales, qui sont des petites glandes qui sont au-dessus des reins, surrénales, qui fabriquent l'adrénaline pour se battre, pour pousser, et le cortisol, qui est censé stimuler notre système immunitaire pour rester en bonne santé. Le problème, c'est que quand l'adrénaline est tout le temps élevée, on puise dans nos réserves les plus profondes et on est en train de s'user. En plus, quand le cortisol est tout le temps élevé, on finit par déréguler l'immunité et donc on tombe plus souvent malade. Ça, c'est déjà une première chose. Dans le cerveau, on se dope avec des objectifs, avec des projets, avec des perspectives de récompense. Et ça nous dope réellement puisque ça sécrète une hormone, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Et cette dopamine, eh bien, elle est élevée, donc on est dopé, on y va, on sent même pas la fatigue. Mais à un moment donné, il y a un épuisement de la dopamine. Et là, quand ça se produit, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de stimulation, il n'y a non seulement plus de réserve physique, mais il n'y a plus de réserve psychique. Et on rentre dans une espèce d'inertie, de découragement, on est à plat. Abattement total, ouais. Et quand on a brûlé burn-out, quand on a brûlé toutes ces cartouches, toutes ces réserves, on est à terre. Le drame, c'est que maintenant, ça commence à aller mieux, mais il y a une dizaine d'années ou 15 ans, quand ces burn-out ont commencé à occuper le terrain, notamment de l'entreprise, on se disait non, il faut que je me redresse, il faut que je me relève. Alors on mettait les gens en arrêt de travail pendant 15 jours, en disant ils vont tourner. Mais non, il faut du temps. C'est trop profondément, la phase catabolique, où on a grillé l'énergie, est tellement profonde qu'il faut une phase de régénération qui peut prendre jusqu'à 2 ans. 2 ans. Parfois plus. Et je dirais qu'elle va durer d'autant plus longtemps qu'on n'a pas accepté de la vivre. C'est ça. Donc la recommandation serait quoi? De repos total, de changer de... Ouais. Et de pas tomber dans le piège de tout de suite se réinventer un projet. Parce que ou de refouler ce qui se passe. Ouais. Et on ne va pas écouter qu'on a besoin de ce repos. Mais c'est paniquant. C'est paniquant pour le cerveau parce que il est identifié à ce que nous faisions, à ce que nous gagnions. Et là, je ne fais plus rien, je ne gagne plus rien. Mais si on ne le fait pas, on va retourner au travail, on va repousser, on va se redoper, mais on va tenir de moins longtemps. Et quand on va tomber profondément la deuxième fois, là, en plus du burn-out, il y aura une dépression. Ouais, là, c'est plus dur de s'en relever. Et ça, s'en relever, c'est encore plus long. Donc, vraiment, je pense qu'il faudrait une sagesse pour accompagner les gens qui vont jusque-là en le disant, voyez-le comme un cadeau. Voyez-le comme une demande de la vie en vous qui dit, mets le bouton sur pause, écoute qui tu es vraiment, redéfinis tes valeurs, tes priorités, tes besoins. Écoute tes besoins, écoute les besoins de ton corps, parce que le corps, il triche pas. Oui. Et on a beau nous faire croire qu'on va vivre avec que nos têtes, sans corps, jusqu'à présent sur Terre, on vit pas. Absolument. Ouais, absolument. Et justement, tu m'offres une très belle transition parce que je voudrais revenir à l'expérience du séminaire.
Et en fait, tous les matins, nous commencions avec une méditation et aussi une activation du corps. Et comme tu le disais, beaucoup de nous sont coupés d'autres parties du corps. Et donc, j'aimerais bien que tu nous expliques le rationnel derrière ces deux pratiques, ce qu'elles apportent toutes les deux. Et en fait, on passe à côté de quoi en n'activant pas tous les niveaux, les chakras, hein, comme tu les as expliqués, du corps? Ah, on passe à côté de sa vie. Il est à côté de la vie. Mais l'être humain n'apprend que dans le contraste. Donc, si je dis ça à quelqu'un qui n'est plus connecté à son corps, il va me dire ouais, c'est gentil, c'est des histoires un peu New Age, ou dans quel secte il est celui-là, il parle de chakras en plus. Les chakras, c'est un mot qui nous vient de l'Inde et qui décrit des zones corporelles et qui, justement, si on peut utiliser ce mot-là ou un autre, mais si on se focalise sur ces zones corporelles, on voit que il faudrait remettre de l'harmonie dans tout ça et délier des pieds à la tête ce corps et pas rien qu'une partie. Et donc c'est une harmonisation du mouvement à travers ces prises de conscience. Maintenant, l'utilité de ces approches, il y en a une qui est en mouvement, hein, et puis il y en a une qui est plutôt contemplative, assise, on l'appelle la méditation. Mais les deux sont complémentaires. À savoir que la remise en mouvement, c'est redévelopper la conscience des différentes parties du corps, des parties qui sont un peu raides, un peu douloureuses. Alors on aurait tendance à pas les bouger parce qu'elles sont douloureuses. Au contraire, allons-y doucement, mais remobilisons-les, réapportons de la vie, du mouvement, de la souplesse dans tout ça. Et ne soyons pas de nouveau en défense. Hein. Après, à travers ces mouvements que, personnellement, je propose d'une façon un peu codifiée, justement, par les différents étages, parce qu'en psychologie psychocorporelle, on s'est rendu compte que les différentes peurs que nous avons viennent se cristalliser à ces différents étages ou ces différents chakras. Par exemple, la schizoïdie, quand on se déconnecte, ça ferme tout le bas du corps, les premiers chakras, que l'oralité, quand on s'effondre, ça creuse ici dans l'estomac, le troisième chakra, l'autre chakra de l'identité, qui suis-je, que le masochisme, ça ferme le cinquième chakra, je m'exprime plus, je garde tout. La gorge. La psychopathie, ça ferme le cœur sur les autres et on commence à manipuler les autres, à les envahir, et on se décentre et on perd aussi ses connexions avec le bas. Et la rigidité, ça ferme ce cœur sur nous-mêmes parce qu'on se fait violence pour être encore meilleur, toujours meilleur. Et donc, quand ce corps est de nouveau en mouvement, quelque chose bouge dans notre psyché. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais dans notre cerveau, tout est câblé en fonction de ces zones du corps. Oui. Et si on bouge une certaine zone, ça va relibérer quelque chose même au niveau de la pensée et de la vie émotionnelle. Alors, ça c'est la partie en mouvement. Mais la partie méditative, contemplative, elle est utile aussi parce qu'on va apprendre, et c'est vraiment l'intérêt de la méditation, à auto-réguler l'attention sur l'instant présent, sur ce qui se passe en nous, les sensations, les émotions, les pensées. Et en auto-régulant l'attention, le mental va se calmer. Parce que le mental, il est dans la réflexivité, il pense tout le temps, il bavarde tout le temps. Et si je suis juste dans la constatation de ce qui se produit dans le mental, des perceptions sensitives, émotionnelles, intellectuelles, le mental va s'apaiser. Et plus le mental s'apaise, plus la conscience s'éveille. Le mental pense, la conscience constate. Et donc, joindre les deux, avoir une conscience plus éveillée, parce que le mental est plus apaisé, une meilleure présence à soi, et le vivre dans son corps, du coup, dans notre vie de tous les jours, et par exemple dans l'entreprise, nous serions tout de suite conscients qu'on pousse ou qu'on se ferme, ou qu'on n'est pas là, et on pourrait tout de suite ajuster. À la fois la posture. Et c'est ça, exploiter son plein potentiel, parce qu'on est connecté à la fois avec le cœur, avec cette clarté d'esprit, avec les capacités du corps, et donc exploiter son plein potentiel ou utiliser son plein potentiel au service de l'entreprise, de la société ou plus largement, c'est aussi aller puiser dans ces différentes finesses et sagesses qui sont à disposition pour l'être humain. Elles font partie du patrimoine de notre humanité. Oui. Elles sont millénaires, bien souvent, mais on les a oubliées, et sans doute depuis 200 ans, parce qu'on est vraiment monté dans notre tête. C'est ça. Ça a commencé en Europe à un moment donné, cette idée que c'était le mental qui allait tout diriger, et aujourd'hui ça envahit le monde, c'est terrifiant. C'est la mondialisation du mental. Oui, absolument, mais c'est se priver de la sagesse, effectivement.
Alors, je suppose, Thierry, et puis on en a parlé aussi durant le séminaire, que le profil prédominant en entreprise ou chez les leaders serait le profil Ah oui, c'est psychopathe. pour chacun de ces traits de caractère qui forment notre personnalité, et je le répète, on les a tous. Ouais. Hein. Il y en a qui croient qu'ils n'ont que du masochisme. Non, ils ont de la psychopathie aussi, mais lâchez. D'autres, ils voient que leur psychopathie, mais ils ont du masochisme qui est derrière tout ça. Et c'est ça, l'intimité avec soi, c'est d'accueillir tout ça. Bien sûr. Et puis, il y a un avantage, un inconvénient à chacun. Voilà. D'où ma C'est ce que je question. voulais dire. Ouais. Parce que chacun de ces traits de caractère, là, je les ai présentés d'une façon un peu péjorative, dans leur côté un peu négatif, les conséquences un peu pathétiques de l'histoire. Mais il ne faut pas sous-estimer le potentiel éminemment positif de tous ces traits de caractère. Le schizoïde qui a tendance à se déconnecter, être dans son nuage, sur son nuage, en train de rêver, mais c'est un artiste. Oui. Il est inspiré, il a une imagination. Donc Capacité évidemment, créative. il a parfois du mal à l'ancrer. Je dis ce jour, les galeristes, souvent, heureusement qu'ils ont les artistes, heureusement qu'ils ont un galeriste. Oui. Parce que le galeriste, lui, il est plus ancré et il parvient à vendre les œuvres. Mais voilà, l'artiste en nous, c'est le schizoïde. Après, celui qui s'effondre et qui a peur de perdre le lien, mais le potentiel positif, c'est qu'on prend soin des liens. Ouais. Et on a besoin de nourrir les liens, de faire attention, de ne pas perdre soin de l'autre. Mais le drame, c'est quand on le fait d'une façon névrotique, pompant trop d'air aux autres, ça, c'est pas sain. Mais quand c'est une façon fluide et décontractée, et détendue de prendre soin du lien, c'est merveilleux. Après, le masochiste, qui a tellement subi, qui est en colère au fond de lui, qui se sent humilié parce qu'il ne peut pas s'exprimer ou qu'on n'écoute pas ce qu'il dit. Mais il a aussi une grande sensibilité, une grande empathie. Et donc, il repère quand ça ne va pas. Et il a envie d'aider les autres. Il a un cœur un peu souffrant, mais il a un grand cœur. Il doit faire attention quand il aide les autres. Il ne défend pas que les autres, qui parlent un peu de lui. C'est ça. Parfois, il devient soi. Oui, puis parfois, il devient trop vindicatif pour la cause des autres. Mais c'est parce qu'en fait, il parle de lui, mais il n'ose pas parler de lui. Et il faut qu'il arrive aussi à se rendre compte que défendre les autres, c'est souvent défendre une partie de soi. Le psychopathe, et j'y viens, puisqu'on parlait de l'entreprise, c'est vrai que chez les chefs d'entreprise, chez les entrepreneurs et chez les leaders, il y a le potentiel d'un petit dictateur. C'est le psychopathe. Mais s'il ouvre son cœur, il peut devenir un leader. Ceci dit, je pense que des vrais leaders, il n'y en a pas beaucoup. Bon, c'est un peu choquant peut-être d'entendre ça, mais je crois qu'on n'a jamais le cœur assez ouvert. Et que donc, c'est un travail continu, c'est un travail de tous les jours. Ouais. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui repère chez les autres les potentiels, qui a une vision et qui a, avec son charisme et son enthousiasme, parce que le psychopathe en nous, il est courageux. Le masochiste, il est un peu lâche, il ne s'exprime pas, il subit. Et le psychopathe, il y va. Alors, il ne faut pas qu'il ait à la guerre, mais quand il ouvre son cœur, c'est pas pour la guerre, c'est pour construire, et pour construire ensemble. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui repère les capacités de chacun, qui fédère avec son charisme autour d'un projet commun, et qui construit. Donc ça, c'est avec le cœur ouvert. Ouais. On en a besoin. Bien sûr, évidemment. Et alors, peut-être quelques clés pratiques dans ce contexte-là pour savoir si nous sommes en train d'interagir avec peut-être une personne qui cherche à écraser l'autre, à dominer, qui est peut-être dans une crise justement de colère, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire. Et aussi, une autre situation, tu as cité tout à l'heure les personnes qui pompent votre énergie, il y en a, il faut savoir ça, les repérer aussi. Pareil, comment réagir dans cette situation? J'ai commencé par celle-là, quand je dirai à l'autre. Mais cette situation où des gens nous prennent de l'énergie, c'est clairement l'oralité. C'est la peur de perdre le lien. Ces gens ne se sentent pas remplis, se sentent démunis, ils ont besoin de prendre chez l'autre. Et on l'a pas abordé jusqu'ici, mais toute cette posture physique, psychique, elle se traduit aussi par quelque chose d'énergétique. Et l'énergie, ça existe. Dans nos cultures, parfois, on n'en est pas suffisamment conscient, mais il y a vraiment... C'est pas des histoires, hein. Moi, à l'école de la posture juste, on apprend à sentir tout ça. On envoie des cordes énergétiques dans le chakra, l'estomac de l'autre, et on lui prend de l'énergie. Il y a des gens, vous êtes assis à côté d'eux, vous êtes fatigués. Oui.
C'est vrai. Il y en a d'autres qui vous fatiguent parce qu'ils parlent de trop et ils attirent trop votre attention. C'est aussi une façon de prendre de l'énergie. Alors que faire? Pas partir, parce que partir, l'autre se sent de nouveau perdu du lien et il va aller s'effondrer chez quelqu'un d'autre. Mais pas se fermer non plus. Et parfois on se ferme rien qu'en croisant les bras, hein, c'est déjà... Ouais. On protège hein, cette zone-là. Ne pas se fermer parce que l'autre, ça va lui donner encore plus envie de manger. Hein? Il va encore plus s'effondrer. Il y en a qui peuvent tomber malades pour qu'on s'occupe d'eux. Il y a des enfants qui font ça d'ailleurs. Ouais. Hein? Et les parents partent en week-end, ils confient les enfants aux grands-parents et les enfants tombent malades le jour où ils partent en vacances. Une manière Pour d'attirer attirer l'attention. Et puis, pas s'enfuir, pas se fermer, rester là, en lien, puisque c'est un lien dont il a besoin aussi, on a tous besoin de liens, mais un lien sain. Donc, il faut se dire que si l'autre peut nous prendre de l'énergie, c'est que nous, on le laisse faire. C'est que quelque part, nous aussi, on a envie, je te donne pour que tu me donnes, je t'aime pour que tu m'aimes. Mais ça devient pervers, cette histoire-là. Alors il faudrait chacun être dans son autonomie. Mais moi aussi, je dois être dans mon autonomie. Je vais prendre l'exemple de médecin, parce que ça, c'est quelque chose que je connais très bien. Je connais l'entreprise aussi, parce que j'ai dirigé une entreprise en France dans le prêt-à-porter après mon métier de chirurgien. Donc je vois comment ça fonctionne. Mais en cabinet de consultation, vous avez des gens qui s'effondrent et qui vous demandent, et puis vous expliquez, vous proposez, et c'est toujours non, et ils continuent à s'effondrer. À un moment donné, vous êtes épuisé. Eh bien, si, pendant que l'autre essaye de vous prendre de l'énergie, vous restez là, mais vous vous remplissez, vous, en disant, ok, je ne suis pas vide, j'ai pas besoin de me laisser pomper, mais je peux rester là. Je peux aussi mettre la limite, je peux m'exprimer, pas tomber dans mon masochisme et dire, tu sais, ça c'est trop, je peux pas répondre à cette demande. Mais toi, tu as une solution chez toi. Hein? Pouvoir mettre la bonne distance à la bonne limite. Eh bien, ce mouvement énergétique de se remplir va changer quelque chose dans la dynamique relationnelle et l'autre va avoir moins envie de prendre chez vous. C'est très subtil, c'est une posture. En fait. C'est vraie posture, c'est énergétique. Une posture énergétique. Alors évidemment, ça s'apprend. Et pour ceux qui nous écoutent, qui disent moi je ne connais rien à tout ça, je ne savais même pas qu'il y avait un champ énergétique et des dynamiques énergétiques, je dirais alors simplement déjà commencer à se demander mais pourquoi je me laisserais faire? Pourquoi je me laisserais pomper? Le médecin dont je parle, ce serait peut-être parce qu'il a envie de gagner sa vie, qu'il a envie que les patients continuent à venir. Il est lui-même en dépendance. C'est ça. Il veut être rempli. Parfois c'est un renforcement narcissique, j'ai besoin qu'on m'aime. Donc je suis prêt à me laisser pomper pour qu'on m'aime. Alors je dis non. Je vais me donner de l'amour à moi-même. Je m'aime suffisamment pour me respecter et dire à l'autre, je ne peux pas tout le temps vous aider. Vous avez des ressources. Je peux vous aider à les trouver, mais je ne peux pas moi le faire à votre place. Tout. Et c'est cette idée principale extrêmement importante que personne ne peut vous atteindre ou vous faire du mal sans votre autorisation. Ah oui, ça... C'est vraiment ça aussi. Ça c'est à notre masochisme. Ouais. Hein. Si quelqu'un nous manque de respect, à un moment donné, il faut se dire non. Personne n'a le droit de me manquer de respect sans mon autorisation. Mais ça veut dire aussi, il y a une grande responsabilité dans ce que je viens de dire. Parce que ça veut dire que si on nous manque de respect, c'est que quelque part, on a donné l'autorisation. C'est ça. Et c'est toujours cette peur de perdre le lien. Pour pas perdre le lien, on accepte que des gens nous manquent de respect. Ne respectent pas nos besoins, ne respectent pas nos limites, nous insultent parfois, ou nous culpabilisent. Il n'y a aucune raison de me culpabiliser parce que je ne fais pas ce que toi tu veux. Et ça, c'est pouvoir dire non. C'est pas non, pas un non agressif, un non affirmatif. Ouais, assertif. Tu n'as pas le droit de me manquer de respect. Je me respecte suffisamment pour que je te dise de ne pas me manquer de respect. Et c'est encore une fois cette idée principale que tout revient à soi. C'est revenir à soi-même, ma part de responsabilité dans ce qui se trame en face de moi. Espoir. Voilà, c'est ça. En fait, on retrouve son pouvoir. Un pouvoir. Et pas un pouvoir pour dominer l'autre, un pouvoir pour être dans la justesse. On retrouve en spiritualité, on appelle la maîtrise. C'est ça. On devient maître. Ouais. Mais pas maître de l'autre, hein, ouais. Maître de soi. Et on accepte que l'autre soit maître de lui, et ensemble, on peut vivre une vie harmonieuse. Et dans la question que tu m'avais posée, il y avait comment se comporter par rapport à quelqu'un qui donne l'agressivité, agressif, psychopathique, et qui nous culpabilise, ou qui nous maltraite, et qui nous insulte.
pour avoir le pouvoir sur nous. Ben là, c'est difficile. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout pas faire? C'est difficile. Parce que l'autre, il est dans une telle décharge de colère, il veut nous impressionner, il veut nous terrifier, il veut nous culpabiliser, il veut nous dominer. Et il y en a qui sont forts pour ça. Et il faut se rendre compte que quand le programme est lancé dans le cerveau reptilien, c'est très dur de s'arrêter. Ouais. Donc, ok, on aurait envie de partir. Ne faites pas ça. Si vous partez dans votre schizoïdie, mais l'autre, il veut gagner. Il a besoin de gagner pour sentir qu'il est bien, puisqu'il a cette blessure narcissique, il n'est pas sûr de sa valeur, il veut gagner. Et donc, si vous partez, il va vous courir derrière. Il est capable de vous dire, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Hey, je te parle, hein. Il vient vous chercher. Donc, on reste. Pas toujours facile. On s'ancre. Ensuite, on pourrait s'effondrer et tomber comme ça dans son aura. Oui, ou des crises de pleurs ou quelque chose. Ne faites pas ça, parce qu'on le fait inconsciemment pour attirer l'attention, pour que l'autre nous aide, mais l'autre, il est parti. Ça va empirer les choses. Il va vous marcher dessus, il va vous mépriser parce qu'il veut un vrai ennemi en face de lui. Il veut pas une mauviette qui s'écrase. Donc, ne faites pas ça. Et ensuite, on serait tenté à tomber nous-mêmes dans notre contre-attaquer. On peut être d'abord dans notre masochisme, et là, on est sidéré. Il y a certaines personnes, face à cette agression, sont sidérées. Ouais. Ça n'a plus bougé. Alors, elles vont ruminer par la suite, et puis un jour, elles vont avoir envie d'en découdre aussi, et de dire, mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais au moment même, elles sont sidérées. Blocage. Et elles sont bloquées, enfermées. Ça, c'est le masochisme. Alors, essayez de ne pas être sidéré. Et puis, la tentation, c'est de tomber aussi dans notre psychopathie à nous, c'est-à-dire à répondre par l'agressivité, pour avoir, nous, le dessus de cette guerre. Et là, c'est la surenchère, ouais. Surtout pas. Et donc, ne pas tout de suite parler, parce que le premier réflexe qu'on va avoir, c'est que ça va s'enclencher chez nous, on va remonter ses manches, et on va dire, bon, et j'ai aussi des arguments, et on va surenchérir. Et vous le savez, de fût-ce que dans une dispute, dans un couple, ou dans le monde professionnel, la surenchère amène à la mauvaise foi, et pour avoir raison, on peut inventer n'importe quoi et échafauder toute une théorie qui justifie qu'on a le droit d'agresser l'autre. Donc, on ne va pas là-dedans non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La procédure juste. Oui. On s'ancre, donc on reste là. C'est-à-dire, on respire et on est comme des racines dans un corps. On sent qu'on a du poids, qu'on n'est pas... Ça va aller. Ça va aller. On respire et on nourrit son estomac en se disant, ok, j'ai pas peur de perdre le lien. De toute façon, il vaut mieux perdre un lien quand il est vraiment toxique, mais ce lien, on peut le transformer aussi. On va essayer qu'il soit pas toxique. Je respire. L'œil va devenir beaucoup plus doux, parce que la personne en face, elle va regarder votre œil. Et si votre œil est dans la peur ou dans l'agression, elle va réagir en fonction de ça. Mais si l'œil est doux, cette personne, malgré qu'elle n'est plus aimable, parce que son comportement n'est pas aimable, elle va se sentir acceptée. Et ça va la calmer. Rappelez-vous, la blessure du psychopathe, c'est « je ne suis pas aimable, j'ai besoin d'être rassuré », il y a une blessure narcissique. Encore faut-il qu'elle ressente, comme tu le disais, qu'on est connecté au cœur et que c'est réel, que c'est pas fin. Non, il faut vraiment ouvrir donc une vraie détente. Donc on s'ancre, on se détend. Et au moment où on va parler, parce qu'on est des êtres de langage, donc on va parler à un moment donné. Ne parler que de soi, avec son cœur ouvert. Si vous parlez de l'autre, il va tout de suite repartir au combat. Alors, et il faut faire attention quand on parle de soi. Parce que par exemple, je pourrais dire « je me sens agressé ». Ah non, là vous avez parlé de l'autre. Vous avez parlé que l'autre vous agresse. Ça, il va pas supporter, mais je ne t'agresse pas. Non, il serait plus juste de dire « je me sens désemparé, j'ai peur, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire ». Là, vous parlez de vous. L'autre n'est pas impliqué. Et là, parce que vous avez parlé de vous, cœur ouvert, ça peut toucher le sien. Le j'ai peur peut l'agacer aussi, non? Ça peut. Si c'est un j'ai peur comme ça. Ouais. Mais si c'est un je t'avoue que j'ai peur, je ne sais pas quoi faire. Là, il y a une espèce de constat qui n'est pas dans la plainte et qui n'essaye pas d'attirer l'attention, qui vient juste dire ce qu'on... Relater les faits, ouais. Hein. Et évidemment, on veut sortir de cette crise. Bah oui. Alors, la tentation, ça serait, comme je l'ai dit, de partir. Et c'est vrai qu'avoir une distance à un moment donné est important pour que chacun puisse réfléchir, se calmer. Alors, à ce moment-là, on peut demander. Écoute,
on est très énervé, moi je suis très déstabilisé, hein. Je ne suis pas énervé. Non, mais moi je suis. Moi, je le suis. Parce que l'autre, il n'a pas envie d'entendre que vous lui disiez ce qu'il est. Et non, moi je suis énervé, je suis déstabilisé. Est-ce que tu veux bien qu'on fasse une petite pause et on se retrouve dans 1 heure? Mais on promet qu'on se retrouve. Parce que si vous partez, On résout il se sent perdu, Ouais. il croit qu'il a perdu. Mais dans 1 heure, quand on va retrouver l'autre, ou quand on va le revoir dans une réunion de travail, par exemple, et qu'on va devoir redire les choses, attention, hein, vous ne parlez toujours que de vous, et vous demandez à l'autre de parler que de lui. Dès qu'il va commencer à dire « Oui, mais tu as fait ça, oui, mais tu as fait ça », non, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez toi? De quoi avais-tu besoin? C'est ça, revenir aux besoins, et au principe de la CNV qui peut aussi être un très bon outil. C'est magnifique ce que Marshall Rosenberg a Voilà. codifié, lui qui avait vécu dans des milieux très violents, dans le Bronx. Cette façon de ne plus parler agressivement, mais de parler en termes de besoins. Et quand l'autre tombe dans son agressivité, de l'interroger sur ses besoins. Mais parfois, il n'est pas conscient de son besoin. Absolument. Ça prend parfois un petit temps d'y accéder. Voilà, et de savoir l'articuler et en Oui. parler. Ça aussi, c'est difficile. C'est une culture. Oui. C'est pour ça, si on pouvait transmettre ça à nos enfants, Oui, qu'ils aient dans leur culture, Ouais. et que donc, plus tard, quand ils iront dans le monde de l'entreprise, que ça devienne naturel de vivre comme ça. Ça, c'est Absolument. tellement plus simple. Tellement plus simple. Mon Thierry, nous arrivons presque à la fin de l'épisode. Il y a tellement d'autres sujets que j'aimerais aborder avec toi. Mais peut-être revenir sur cette idée que finalement, quand on prend conscience de tout ça, de tous ces comportements, tous ces profils, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas vraiment de personnes mauvaises au fond. Il n'y a que des personnes en souffrance. Est-ce que ce serait juste de le dire ainsi? Je crois que c'est l'état des lieux. Il n'y a personne qui, tout au fond, est mauvais. L'enfant que nous étions, il est arrivé comme une boule d'amour. Et puis, progressivement, ces différentes expériences ont réveillé ces systèmes de défense, ces modes de survie un peu névrotiques. Et c'est ces comportements qui finissent par être mauvais, ou inadaptés, mais inappropriés. Mais au fond, si on veut bien regarder, c'est Carl Rogers qui disait ça. Si on veut bien, c'était un psychologue humaniste, si on veut bien regarder l'être humain au-delà de ses défenses, au-delà de ses comportements névrotiques, et lui montrer que oui, il y a de la lumière au fond de lui, il y a un grand cœur, il y a de l'amour, il y a une pureté, eh ben, l'être humain finira par croire qu'il a ça au fond de lui, et il aura envie d'y réaccéder, ou en tout cas le laisser s'exprimer. Mais si on juge et on catégorise les gens que à travers leur comportement névrotique, on les enferme dedans, ça n'a pas de sens. Hein. C'est ça, c'est vrai. Et en même temps, sans vouloir paraître trop idéaliste ou bisounours, la réalité, Thierry, c'est que certains comportements ou certaines personnes ont le pouvoir de faire du mal aux autres et de manière répétée, de manière consciente. Ça existe aussi. Évidemment. Et donc, Il y a des névroses très très profondes, notamment dans la psychopathie, hein, où il faut pouvoir mettre les gens en prison. Il faut pouvoir les protéger d'eux-mêmes et protéger la société de leur comportement. Après, ce qui est dommage, c'est que si on les met que en prison, sans justement faire ce travail et essayer de les aider à sortir et par la conscience, sortir de ces comportements, ben ça va recommencer. On n'en sortira jamais. Maintenant, il faut l'humilité de reconnaître que certaines personnes ont un cerveau tellement malmené depuis l'enfance et parfois même dans une forme d'hérédité, que c'est très dur de sortir de ça. Et il y a des gens qui sont, j'ai pas envie de dire irrécupérables, mais qui sont prisonniers très de ces schémas-là. maintenant et très profondément de ces schémas. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas les aimer. Je veux dire, on les met en prison, mais c'est des êtres humains. Leur comportement est absolument négatif et inapproprié, mais tout au fond, il y avait une âme. Et bon, ça, c'est ma vision spirituelle de l'être. On n'est pas obligé de la partager, mais je reste convaincu qu'il y a une âme au fond de chacun de nous, et que cette âme, elle vient de la lumière, de la conscience de Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. Hein. Bien sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces enseignements, on se retrouve tous et on se reconnecte tous à notre humanité. C'est-à-dire, il serait illusoire de penser que nous sommes exempts ou certains ont ces problèmes-là, ça c'est le problème des autres. En fait, avec les exemples que tu as cités qui viennent de la plus tendre enfance du bébé, on a tous connu, comme tu le disais, l'attente du biberon. Donc cette attente qui ne vient pas, on a tous connu
hein, le cordon ombilical qu'il a fallu couper. Donc, c'est des choses qui font partie de notre codage même. C'est notre humanité. Et c'est notre humanité commune Mais et partagée. alors de devoir vivre toute cette névrose, Oui. mais c'est peut-être simplement pour refaire le chemin en conscience vers cette paix, cette unité entre humains. Et c'est dans notre diversité et nos comportements parfois inadéquats qu'on peut manifester ensemble l'amour, qu'on peut manifester ensemble l'harmonie. C'est peut-être le grand projet de l'humanité, c'est d'incarner ça sur cette planète. On y arrive très imparfaitement et on est obligé de le constater. Mais quand même, moi je continuerai à penser qu'il y a un chemin. Absolument, absolument. Alors Thierry, il y a 3 questions que je pose systématiquement à mes invités, si tu veux bien que je te les pose également. J'aimerais bien savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné. Oh. Il y en a 3 qui me viennent Ok, allons-y. mais les 3 viennent à la même chose. D'ouvrir mon cœur, de méditer plus et de prendre soin de moi. Et ça peut paraître un peu égocentré, mais je crois que non. Ouvrir mon cœur, oui, parce que on n'a jamais le cœur assez ouvert. On est trop dans notre tête et pas assez dans cette capacité d'accueillir sans condition ce qui est, de le regarder. Ça permet d'éveiller cette conscience. La méditation, parce que justement, elle apaise ce mental et elle permet de vraiment favoriser l'éveil de cette conscience en nous. Et puis prendre soin de soi, parce que jusqu'à preuve du contraire, on est né avec nous-mêmes et on va mourir avec nous-mêmes. On a la responsabilité de nous-mêmes avant de prendre responsabilité des autres. Et si chacun prenait soin de soi, pas égoïstement, mais dans la responsabilité de répondre à nos besoins, de notre autonomie, etc., tout serait beaucoup plus simple. Et on prendrait mieux soin des autres. Et on prendrait mieux soin des autres. D'ailleurs, dans les avions, j'aime beaucoup, quand il y a la démonstration, le masque à oxygène, on le met d'abord sur soi avant de le mettre sur son enfant. Parce que c'est vrai, ça, on risque d'être inanimé et de pas pouvoir le mettre ni à soi ni à son enfant. Absolument. Alors maintenant, ma deuxième question, quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? De ne pas pardonner. Et il y a des gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit non, pardonne pas, cette personne-là, si tu la pardonnes, elle va croire qu'elle peut recommencer. Alors c'est très difficile de pardonner si on n'est pas sûr que la personne ne va pas recommencer. Et en même temps, moi je ne pardonne pas. Alors c'est bizarre parce qu'on m'a dit de ne pas pardonner. Mais justement, c'est très fort pour moi parce que cette réflexion qui s'est enclenchée quand on m'a dit ne pardonne pas, m'a fait arriver à la conclusion que oui, je ne vais pas pardonner, mais je vais aimer. Et aujourd'hui, quand quelqu'un me demande pardon, je dis ne me demande pas pardon. Qui suis-je pour te pardonner? Quel pouvoir tu me donnes que tout d'un coup je dis je te pardonne, alors tu te sens bien. Et si je te pardonne pas, tu te sens mal. J'ai pas ce pouvoir. Par contre, j'ai la capacité de t'aimer comme tu es, en espérant que tu vas comprendre que ton comportement n'était pas approprié et que ça vaut la peine de réajuster. Mais qui suis-je pour prendre le pouvoir sur la vie d'un autre par le pardon? Et par contre, j'encourage les autres à se pardonner. Et moi, je donnerais ce conseil-là aux gens. Je dirais, pardonne-toi. C'est-à-dire, accueille qui tu es, ne t'en veux pas d'être cette personne. Ça vient de ton histoire, on a tous ces programmes, on a toute cette survie qui se met en route. Mais si tu constates que c'est pas adéquat, première étape, tu t'accueilles comme ça. Et deuxième étape, tu te donnes le cadeau de transformer ça, de pas tomber dans le piège. Et moi, je me pardonne, j'invite les autres à se pardonner, mais je ne pardonne pas, j'aime, simplement. Merci beaucoup. Très beau. Alors, dernière question, troisième et dernière question rapide. Si tu avais le pouvoir, comme ça, par magie, une baguette magique, d'imposer une loi, une règle, un principe, que tout le monde, absolument tout le monde, devait mettre en pratique, qu'est-ce que ce serait? Ça peut paraître très, très prétentieux, mais j'instaurerais l'apprentissage de la posture, juste dès les toutes petites classes à l'école. Parce que je crois que c'est l'éducation qui peut changer nos sociétés humaines, mais une éducation vécue en conscience, tant par les enseignants que par les parents, pour que les enfants deviennent des parents et des enseignants conscients.
qui aide à vivre beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est ça que je mettrai en place. Super, magnifique. La posture juste, voilà le livre de Thierry Janssen, Comment inventer un monde en harmonie avec soi, les autres et la nature. Thierry, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. On peut te retrouver sur le site internet Thierry Janssen et tu vas revenir au Maroc? Oui, j'ai les sites internet thierryjanssen.com et puis le site de l'école de la posture juste, edlpj.org. On vous mettra dans les notes de l'épisode. C'est ma vie. Et il y a beaucoup de Marocains qui viennent à l'école. Mais oui. Incroyable. Oui. Enfin, de plus en plus. Mais, et donc, et je reviendrai au Maroc, bien sûr, souvent à l'initiative d'Inspire Élévation. Absolument. Hicham Benrmouch et Zine Berkbash, que je souhaite vraiment saluer aussi au travers de cet épisode. Merci à eux. Ils mettent toute une énergie à essayer de diffuser des choses de cet ordre-là. Absolument. Et donc, voilà, je reviendrai certainement. On sera là. Merci encore pour ta présence parmi nous et à très bientôt. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Je vous mets les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez surtout pas à nous écrire pour partager votre feedback, le message qui vous a le plus parlé, le sujet qui vous a le plus touché. Poursuivons cette conversation ensemble. Dernière chose, et c'est vraiment, vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur YouTube, Apple Podcast ou Spotify. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.